Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer de Madame Catherine Collignon. C'est un ouvrage paru en 2015 aux éditions du Génie Canin. Il fait 88 pages et coûte 25 € avec le support DVD inclus. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture, éducation et rééducation comportementale et est un petit outil, en tout cas une méthode vraiment indispensable et pertinente que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Et je pense que cela intéresserait bon nombre de propriétaires de chiens, clients ou connaissances que je côtoie assez régulièrement. Alors, une présentation de l'auteur, dans un premier temps. Catherine Collignon est une éducatrice canin spécialisée en rééducation comportementale et en clicker training. Elle est auteure de plusieurs ouvrages et DVD. Elle est fondatrice du MFEC, Mouvement francophone des éducateurs canins, prenant les méthodes d'éducation positive. Et elle est également gérante du centre Animalin dans le Gers et évidemment créatrice du fameux harnais Animalin dont nous allons reparler par la suite. Alors, l'ouvrage est un petit format accessible et ludique, facile à comprendre et à mettre en application. Les apports de connaissances sont suffisants. Sans trop entrer dans les détails, ils permettent d'assimiler vraiment facilement les éléments clés et améliorer votre relation avec vos chiens, notamment sur tout, tout le relationnel et l'activité de marche en laisse, évidemment. Alors, cette grille de lecture vraiment intuitive et facile d'accès, on la retrouve dans l'ouvrage Dominance, mythe ou réalité de Barry Eaton, et notamment dans l'ouvrage Cliquer pour calmer et rééduquer le chien agressif et réactif d'Emma Parsons, qui viennent de la même maison d'édition et que j'avais déjà présenté à travers d'autres vidéos. Je vais pouvoir vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. La grille de lecture, comme je dis, elle est vraiment simple. Vous avez une mise en page qui est vraiment accessible avec des petits chapitres, vraiment des cadres avec les informations importantes, des photos, des accompagnements. Et vous avez vraiment des idées de compréhension vraiment ludiques. Il fait 88-90 pages, mais ça se lit vraiment bien. Vous allez trouver donc des cadres donc d'informations spécifiques. Vous avez des éléments de prise de conscience, des apprentissages, ce dont il faut faire attention étape par étape. L'ouvrage se présente un petit peu comme un livre de recettes où vous pouvez tout lire de A à Z, ou sinon picorer certains éléments clés. C'est les mêmes méthodologies que l'on retrouve dans la présentation de l'ouvrage d'Emma Parsons sur les contre-conditionnements sur le chien réactif et agressif. Alors, Catherine Collignon, donc l'auteur, commence par un petit état des lieux des différentes méthodes d'apprentissage de la marche en laisse et pourquoi cela ne marche pas. L'utilisation des saccades et des coups de sonnette notamment, et plus largement de l'usage de la coercition dans un processus d'apprentissage. À ce titre, elle écrit: si l'on regarde cet apprentissage d'un point de vue uniquement cognitif, donc les fameux coups de sonnette quand vous avez un chien qui tire en laisse, toutes les méthodologies vraiment abruties et dépassées qu'on peut encore apprendre en 2022 maintenant dans les clubs canins. Donc si l'on regarde cet apprentissage d'un point de vue uniquement cognitif, il faudrait, pour avoir un résultat dans la forme, que les saccades interviennent avant que le chien ne tire, quand il a l'intention de tirer, et ce de façon systématique. Cela est extrêmement difficile à mettre en application, voire impossible, à la fois dans le quotidien et par tous les membres de la famille. Les maîtres en arrivent à sanctionner leur chien aléatoirement et mettent leur chien dans une détresse émotionnelle car il ne sait plus ce qui lui vaut une sanction douloureuse et ce qui ne lui vaut pas de sanction. D'un point de vue comportemental, et pour faire simple, les associations douloureuses faites par les chiens auront une incidence négative sur le regard qu'ils porteront sur leur entourage et sur les comportements qui en découleront. D'un point de vue éthique, quoi qu'on en dise, c'est douloureux, il faut accepter et admettre que l'on fait mal à son chien. Et une fois de plus, ça n'a absolument aucun intérêt pour qu'un apprentissage s'ancre dans la durée de l'effectuer avec de la violence et de la sanction physique. D'ailleurs, à ce titre, je renvoie au court extrait vidéo que j'avais mis dans la seconde vidéo thématique d'accompagnement de la note de lecture de l'ouvrage de Thierry Drugas, Les signaux d'apaisement, où justement je mettais en lumière certains éducateurs canins qui
ils ne connaissent pas grand-chose aux chiens, qui ne prennent pas en compte l'état émotionnel et les signaux de communication des chiens dans un processus de rééducation. Et il y avait ce court extrait de l'enquête de One Voice qui avait filmé en caméra cachée les dynamiques de travail dans les clubs canins. Et j'en avais déjà également parlé dans une précédente note de lecture, je crois dans Les émotions des animaux de Marc Bekoff, si je ne m'abuse. Moi, je suis installé dans le département du Morbihan depuis 5 ans maintenant, et à ma connaissance, pour avoir étudié et observé certains clubs canins à Auray, à Vannes, il y en avait un qui avait fermé près de chez moi vers Locminé, Moustarac, tout ça. Je ne connais aucun club canin qui propose des méthodes d'éducation canine collective, s'ils ne font pas d'individuel, en étant à jour sur l'éthologie et en étant vraiment et en prenant en compte le bien-être et l'éthique animale. Tous les clubs canins que je connaisse dans le secteur utilisent justement les méthodes de sanction, de saccade et utilisent la coercition dans un processus d'éducation. Beaucoup d'auteurs que j'ai présentés, qu'ils soient vétérinaires, éthologues, éducateurs canins ou sociologues même, expliquent que la sanction et la coercition dans un processus d'éducation est totalement inutile et en plus c'est contre-productif pour le chien. Et Madame Collignon donc remet elle aussi sa patte là-dedans. Donc sur tout ce qui va être vraiment saccade, coercition, le fait de tirer en laisse pour apprendre à son chien à ne pas tirer en laisse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pertinent. Donc par rapport à cela, l'auteur donc dresse ensuite une autre méthode, explique une autre méthode qui est l'utilisation de la technique de l'arrêt ou du demi-tour. Vous pouvez trouver énormément de vidéos d'éducateurs canins ou de pseudo-éducateurs canins sur YouTube qui vous expliquent comment apprendre la marche en laisse en faisant des demi-tours, des accélérations, des ralentissements. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui n'est absolument pas applicable dans votre quotidien. Si vous allez faire le tour de votre pâté de maison, vous n'allez pas vous amuser tous les 10 mètres à faire demi-tour, à accélérer, à ralentir, à refaire demi-tour, parce que sinon rien que le fait d'aller chercher le pain va vous prendre 3 heures. C'est contre-productif autant pour vous que pour le chien, parce que vous ça va vous gonfler, mais pour le chien c'est exactement pareil. Au mieux vous allez le faire monter en frustration, mais dans tous les cas il ne va pas apprendre à marcher en laisse sans tirer. D'ailleurs c'est ce qu'en dit Madame Collignon sur la technique du $arrêt systématique lorsque vous avez un chien qui tire en laisse. Elle apprendra à votre chien à s'arrêter quand vous vous arrêtez, mais elle n'apprendra jamais à votre chien à ne pas tirer quand il marche, car d'un point de vue cognitif, il est bien souvent extrêmement difficile pour lui de déterminer ce qui provoque vos arrêts, puisque ces arrêts font souvent suite à une série de marches en tirant. Il doit donc en conclure que c'est certainement une de vos lubies comme tant d'autres. Mon maître s'arrête par moments, j'ai compris qu'il fallait que je fasse comme lui si je voulais reprendre ma marche en tirant. Avec cette technique, il n'est pas expliqué au chien que c'est la façon dont il marche qui est à modifier. Elle est cependant applicable par tous les membres de la famille et votre chien sera très coopératif dans cet apprentissage, puisqu'il sera récompensé à chaque fois qu'il s'exécutera. D'un point de vue comportemental, votre chien n'en sera pas plus ou pas moins obéissant dans la marche en laisse sans tirer, mais il restera bien dans ses poils et aimera votre contact. En revanche, il deviendra un pro du « mon maître s'arrête, je m'arrête » et on redémarre. Votre chien redémarrera peut-être encore plus vite, vous regardant par moments avec l'air de vous dire « bon ça y est, on y va maintenant ». Donc on en revient sur ce que je vous disais. Je connais beaucoup de clients qui, faisant appel à moi, ont utilisé ces méthodes-là. La méthode du je m'arrête quand le chien tire et je recommence dès qu'il tire plus. Le fait de donner des coups de sonnette. Et il y a même maintenant, dans les méthodes d'éducation dites coopératives, où on n'utilise pas de récompense, pas de sanction et on travaille avec des longes et des gestions de longes. Même si je trouve que cette approche est très intéressante, et d'un point de vue éthique même, elle est très bien, parce que justement on va apprendre au chien à marcher en laisse sans tirer, justement avec ce concept de coopération avec l'humain qu'il y a derrière la longe. En revanche, je n'utilise pas cette méthode-là, et je ne la trouve pas pertinente, parce que j'ai énormément de clients qui me disent que en ayant vu cette méthode-là, des éducateurs canins qui proposaient cela, s'embêter avec une longe de 10 ou 20 mètres en se tournant sur le côté, en utilisant un morceau de chambre à air pour apprendre à pincer la longe et tout, c'est pas quelque chose de pertinent. Lorsque vous avez des propriétaires de chiens qui ont 50, 60, 70 ans, vous n'allez pas leur apprendre à utiliser une longe en ville, c'est quelque chose qui n'est absolument pas productif.
au final leur chien ne va pas apprendre à marcher en laisse sans tirer, et les humains vont vite être gonflés de la longe. Ce que j'apprécie vraiment dans cette technique, et dans cet ouvrage, que je vais présenter de façon synthétique, mais que je ne vais pas tout détailler, sinon vous n'aurez aucun intérêt à le lire, c'est que c'est une méthode qui est facilement applicable par tous les propriétaires de chiens et dans tous les contextes du quotidien. Parce que justement, elle ne va pas vous apprendre à faire des demi-tours, à vous arrêter tous les 10 mètres. Elle ne va pas vous demander d'avoir... C'est pas une méthode qui va vous demander, par contre, d'avoir une longe de 10 ou 20 mètres et d'apprendre à gérer votre longe, à vous tourner à chaque virage sans parler à votre chien, à pincer la longe avec une chambre à air. C'est quelque chose qui va être pertinent, mais qui va vous demander de revoir profondément votre gestuelle. Et une fois de plus, lorsque vous voyez des vidéos sur internet avec des éducateurs canins qui vont vous apprendre à faire des demi-tours, à leurrer ou récompenser le chien, à vous arrêter, on va uniquement travailler sur les symptômes, mais pas sur la cause. Sur les causes, pardon. Catherine Collignon, dans cette méthode, que j'applique moi personnellement en clientèle, va faire comprendre comment le chien inconsciemment va tirer en laisse en prenant en compte l'attitude et la gestuelle et tous les renforcements inconscients de ce comportement-là chez les propriétaires, chez le chien, l'humain qui a derrière la laisse. Donc, dans le petit état des lieux des méthodes qui ne fonctionnent pas ou qui sont très difficilement applicables dans le quotidien, donc vous avez la fameuse méthode de coercition, à savoir je mets de la sanction, j'utilise des coups de sonnette avec des colliers étrangleurs, avec des colliers torquatus ou autres conneries de ce genre-là. Vous avez la technique de l'arrêt ou du demi-tour, et vous avez ensuite l'utilisation du leurre-récompense. L'utilisation du leurre-récompense, ça peut être relativement pertinent, j'appuie vraiment sur le côté relativement pour ce qui va être de l'apprentissage de la marche au pied, mais ça n'a aucun intérêt pour la marche en laisse. Donc ensuite, Catherine Collignon explique également que la marche en laisse est vue comme une activité commune avec son chien, mais qu'elle n'est pas une fin en soi. Elle va vraiment insister sur le fait que le chien doit être promené au minimum, et c'est écrit en gras sur le livre, dans le livre, 1 heure par jour, et au maximum en liberté. J'en ai déjà parlé notamment dans l'ouvrage Mon chien est heureux, et je crois peut-être même dans l'ouvrage Tout sur la psychologie du chien. En tout cas, en présentant le modèle activité du chien exposé et théorisé selon le vétérinaire comportementaliste Joël Dehaas, le chien est fait pour avoir une activité locomotrice d'au minimum 1 heure par jour. Si vous avez un chien, après en fonction de la spécificité de la race, tout ce qui va être chien de travail, chien de berger, chien de traîneau, voire même chien de chasse, vont avoir des besoins qui vont être même de 2 heures par jour. Bon, même moi, j'avoue, je ne promène pas mon chien 2 heures par jour. J'ai pas forcément le temps. Mais je m'efforce, je m'oblige, et ça pour le coup je le fais, de les promener au minimum 1 heure par jour et au maximum en liberté. Alors j'ai de la chance d'évoluer en environnement campagnard où je peux lâcher mon chien sans croiser une seule voiture dès que je sors de chez moi. Il est évident que lorsqu'on habite en centre-ville ou en environnement urbain de manière générale, c'est difficilement applicable. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, et ce que souligne Catherine Collignon, c'est qu'à partir du moment où vous avez un chien qui n'a pas un besoin d'activité locomotrice comblé, qui n'a pas la possibilité de se promener minimum 1 heure par jour, si vous ne faites que des petites sorties hygiéniques de 15 ou 30 minutes par jour, parce que même en habitant en environnement périurbain, vous estimez qu'avoir un jardin est suffisant, si votre chien n'a pas l'habitude de se promener en laisse, il va avoir une excitation, il va être dans un état émotionnel qui ne va pas être pertinent pour ancrer un apprentissage dans la durée. Donc apprendre à son chien à marcher en laisse sans tirer, c'est secondaire, cela vient après le fait de combler le besoin de votre chien de se déplacer. D'autant que, je l'ai aussi expliqué dans des précédentes notes de lecture, l'humain moyen a une vitesse de déplacement de 4 à 5 km/h, je crois, tandis que le chien a une vitesse de déplacement de 8 à 9 km/h. Hormis certaines races de chiens grandes, voire géantes, je pense notamment aux chiens de type bouvier, qui eux marchent, la plupart des chiens, voire 97% des chiens, trottent.
Donc lorsque vous avez un chien qui doit marcher en laisse, votre chien doit faire un effort de lenteur. C'est comme lorsque vous marchez en tenant un petit enfant de 2 ou 3 ans dans la main, par la main, pardon, vous devez faire un effort de lenteur aussi et c'est extrêmement fatigant. Donc il faut comprendre, comme je le disais, que la marche en laisse n'est pas une fin en soi. Parce que votre chien n'est pas fait physiologiquement, biologiquement pour marcher en laisse avec vous. Donc, offrez au maximum à votre chien des promenades en liberté. Si vous habitez en ville, essayez au moins 2 ou 3 fois par semaine, c'est ce qu'expliquait Thierry Bédossa dans son ouvrage Tout sur le toutou, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris, je crois, qu'il est pertinent d'amener son chien donc, en environnement campagnard, forêt ou autre, au moins 2 ou 3 fois par semaine, pour pouvoir avoir un chien qui va être équilibré dans une marche en laisse à côté. Et j'insiste vraiment sur ça. Un apprentissage de la marche en laisse, quel qu'il soit, mais moi personnellement, comme je le recommande dans l'ouvrage de Catherine Collignon, qui est à ce jour et à mon niveau de connaissance la méthode la plus pertinente et la plus facile à mettre en application, est secondaire et ne doit s'effectuer que lorsque vous avez un chien qui se promène déjà suffisamment en liberté à côté et avec un besoin comblé. Donc, ceci étant dit, si les besoins fondamentaux ne sont pas comblés, ici le besoin donc, de liberté ou d'activité locomotrice, comme je le dis en relisant mes notes, donc selon le modèle d'activité que j'avais présenté du docteur Dehaas et que je vous invite vraiment à regarder, je pense qu'il faudrait que je fasse à un moment donné une vidéo vraiment thématique sur ce modèle d'activité, car je l'utilise beaucoup moi comme support. Alors ce n'est pas une fin en soi, mais je trouve cela très intéressant pour comprendre les besoins fondamentaux du chien. Donc un apprentissage ne peut s'effectuer dans de bonnes conditions et il peut être source de frustration et de stagnation. Je l'ai dit précédemment. Mais je relis mes notes, ça me permet d'être... voilà, de ne rien oublier. Alors, s'ensuit donc au chapitre suivant une description du matériel existant, inutile ou utile, donc pour apprendre la marche en laisse, et les avantages et les inconvénients associés. Donc Catherine Collignon va présenter aussi donc, le fameux harnais animalin qu'elle a créé avec ses années d'expérience et ses études de terrain. Donc c'est un harnais qui a été recommandé par des ostéopathes, je crois, elle l'avait fait d'ailleurs en lien avec des ostéopathes et de nombreux professionnels. C'était vraiment un outil pratique et un outil polyvalent. Alors moi c'est un outil même que je recommande aux propriétaires de chiens. C'est un harnais que j'utilise moi-même. Alors après, il n'y a pas de matériel parfait. Chaque harnais va avoir ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du harnais animalin, c'est que c'est un outil qui va vraiment permettre de pouvoir apprendre à la marche en laisse lorsque vous avez un chien, notamment adulte, qui tire beaucoup. Donc en abordant les différents harnais, elle va parler du fameux harnais Easy Walk, le premier qui a été sorti mais qui n'est pas top en soi. Elle va parler du Licol, donc en dressant les avantages et les inconvénients. Bien sûr, le Licol en soi n'est pas du tout quelque chose de pertinent, c'est ce qu'elle soulève d'ailleurs. L'utilisation des différents types de longes, des différents types de laisse, notamment les laisses en rouleur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'une fois de plus, j'ai vraiment envie que vous le découvriez, cet ouvrage, il est très intéressant. Donc c'est pour ça que je vais expliquer dans les grandes lignes la méthodologie, mais une fois de plus, je ne vais pas tout spoiler, l'intérêt étant que vous puissiez acquérir cet ouvrage et que vous puissiez l'apprendre de votre côté. Alors dans le chapitre suivant, Catherine Collignon va enfin rentrer dans le vif du sujet sur l'apprentissage de la marche en laisse. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode, je me répète, je me répète souvent d'ailleurs, je suis désolé, c'est que Catherine Collignon va expliquer comment notre gestuelle, comment notre attitude amène le chien inconsciemment à tirer en laisse. Et ce qu'il y a une fois de plus de pertinent, c'est que dans toutes les petites vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur des blogs où on va vous apprendre à justement vous arrêter, faire des demi-tours, etc., etc., on va travailler sur le symptôme et pas sur la cause. Catherine Collignon, en s'appuyant vraiment sur le côté scientifique, mais j'y reviendrai un peu plus tard sur les lois de l'apprentissage, va expliquer donc qu'est-ce qui va amener notre chien à tirer en laisse. Donc à ce titre, elle écrit: fondamentalement, les chiens se ressemblent tous plus ou moins et ce qui les motive à entrer en action est prévisible. Une personne qu'ils reconnaissent comme amie, un chien, une balle se trouvant sur le passage, une femelle, l'idée d'aller gambader, suivre une trace, une friandise sur le sol, un chat, un gibier, une odeur irrésistible, etc., etc.
Ce qu'ils veulent éviter est également prévisible, se faire réprimander, ne pas atteindre leur objectif, avoir mal, subir votre colère et ses conséquences, se faire secouer par le collier ou la peau du cou, etc., etc. Quand votre chien est dans l'option d'obtenir ce qu'il désire, aller sentir une odeur par exemple, et qu'il est libre de le faire, il ne va pas s'interroger mais il va répondre spontanément à sa pulsion en allant jusqu'à l'odeur et en prenant son temps pour la flairer. Quand votre chien est en laisse et qu'il est dans cette même option, il ne va pas non plus se poser de questions, il va y aller. Si vous le suivez dans son déplacement au bout de la laisse, prenez conscience que vous lui apprenez que vous coopérez. Pourquoi pas, me direz-vous? Tout à fait pourquoi pas, mais dans l'idée ce n'est pas le fait que vous suiviez votre chien qui va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est la façon dont il va tenter de l'obtenir, car il y a de fortes chances, parce que c'est un chien, qu'il tente de l'obtenir en tirant impulsivement. Il vous revient d'être attentif au comportement produit par votre chien pour atteindre son objectif, car c'est ce comportement que vous récompensez en acceptant de le suivre. Si votre chien mémorise que pour atteindre ce qu'il désire, il suffit de tirer, il classera le fait de tirer comme un moyen d'atteindre son objectif et en toute logique canine, il recommencera avec plus ou moins d'intensité et de conviction, car il en aura été récompensé. Si votre chien enregistre que pour atteindre son objectif malgré votre volonté inverse, il suffit de tirer plus fort au moment où il sent un relâchement au bout de la laisse, en toute logique canine, il recommencera avec plus ou moins d'intensité et de conviction, car il en aura été récompensé. Si votre chien associe que pour éviter une conséquence désagréable, par exemple être remis en laisse, il suffit de s'enfuir ou de ne pas revenir vers vous, en toute logique canine, il recommencera avec plus ou moins d'intensité et de conviction, car il en aura été récompensé. Donc est considéré comme pouvoir de récompense tout ce que veut obtenir votre chien à un moment donné, mais aussi les moyens qu'il utilise pour y parvenir. Pour résumer, que vous aimiez ou non l'idée de suivre votre chien ou de l'accompagner vers ce qu'il demande, là n'est pas la question, car chacun a sa philosophie de vie avec son chien. Ce sur quoi nous discutons, c'est de maîtriser la façon dont il va nous y amener, car quand un chien tire jusqu'à vous faire tomber ou vous faire mal au bras, il n'y a plus de philosophie qui tienne, tout le monde a le même discours, c'est dangereux et ça fait mal. Donc l'objectif n'est pas d'empêcher votre chien d'aller voir des copains, d'aller flairer des odeurs, d'aller dire bonjour quand vous le tenez en laisse, l'objectif est de lui apprendre la meilleure façon de vous le demander. Donc par rapport à cela, Catherine Collignon va expliquer et donc vraiment exposer plusieurs prises de conscience, donc avec justement les petits encadrés résumés qui vont bien. Donc je vais en survoler quelques-uns avec vous. La prise de conscience numéro 1, c'est quand vous êtes en présence de votre chien, vous devez toujours avoir à l'esprit qu'il interagit avec vous sans comprendre ce que vous dites. Qu'il interagit avec vous sans connaître ni vos motivations ni vos intentions envers les autres et envers lui. Qu'il n'a pour seul repère que vos actions, vos gestes, vos pulsions, vos réponses favorables ou défavorables à son comportement. Et qu'il tente de repérer ce qui peut vous faire changer d'avis ou vous influencer dans ce qu'il estime être productif pour lui, pour obtenir ou ne pas perdre ce qu'il désire obtenir. Catherine Collignon explique à travers ces mots ce que j'avais déjà moi-même expliqué précédemment, ce que beaucoup d'expliquent, c'est pas moi qui l'a dit en premier, c'est que le chien est un opportuniste et qu'il va toujours aller vers ce qui va lui apporter une satisfaction. Le fait de faire plaisir à son humain, le fait d'avoir un chien fidèle qui ne voit qu'à travers les yeux de son maître, etc., tout ça c'est des discours qui sont dépassés. Aujourd'hui, la science, l'éthologie de manière générale, tend à expliquer que le chien va naturellement aller vers ce qui va lui apporter une satisfaction. Donc s'il y a récompense sur un comportement donné, il va produire le comportement s'il a la récompense. Après, voilà, par conscientisation et conditionnement opérant, on peut amener justement à modeler le chien à proposer des comportements. Mais s'il y a aversion, ou si en tout cas il obtient ce qu'il veut malgré une certaine douleur comme le fait de tirer en laisse par exemple, si le sac à patates qu'il y a au bout de la laisse le suit dans cette direction quand il tire en laisse, pour le chien c'est un comportement qui fonctionne, donc il ne va avoir aucun intérêt à effectuer ou proposer un autre comportement. Donc la prise de conscience numéro 2, selon Catherine Collignon, est celle-ci. Qu'il soit en interaction ou pas avec vous, prenez conscience que votre chien navigue toujours entre ces deux options. Qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir ce que je veux ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ce que je ne veux pas ? Votre chien est un opportuniste.
Prise de conscience numéro 3, si votre chien se comporte de cette façon, c'est que vous lui avez appris que c'était la meilleure option pour lui d'obtenir ce qu'il désire ou d'éviter ce qu'il ne veut pas. Votre chien ne fait que chercher des solutions adaptées à son quotidien, prenez-en conscience et éduquez-le à partir de ce postulat. Les chiens ne sont pas si différents des enfants, ils apprennent à chaque instant quoi et comment obtenir de leur maître, comme pour les enfants, quoi et comment obtenir de leurs parents. Il n'y a pas pour eux de bons ou de mauvais comportements, il y a des comportements. Je reviendrai sur ce concept-là dans la prochaine note de lecture, qui est celle de l'ouvrage de France Deval, Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux, que je suis en train d'étudier et de faire mes petites notations qui me permettent de faire la note de lecture. C'est le concept de monde propre de Jacob von Elstuhl, si je ne dis pas de bêtises. J'en avais déjà aussi parlé dans une précédente note de lecture il y a 3 ans, je ne saurais plus dire laquelle c'était, sur le fait est que chaque chien, chaque espèce vit dans son propre monde et que chaque espèce va avoir sa propre interprétation du monde. Cela veut dire que lorsque vous avez votre chien en bout de la laisse, que vous savez, vous, par exemple, que vous allez devoir aller à droite, à la 2e rue, que votre chien ne doit pas tirer en laisse et que vous allez lui donner une saccade ou autre, vous, de votre point de vue, vous savez pourquoi est-ce que vous le faites à ce moment-là. Vous avez votre représentation du monde et une conceptualisation des actions que vous menez. Votre chien, lui, vit dans son propre monde et il s'en fout de savoir si on tourne au bout de la 2e rue à droite. Il s'en fout de savoir s'il a droit de traverser la route pour aller prendre cette odeur-ci ou là, parce que de son point de vue, si l'odeur est plus pertinente et plus intéressante que l'environnement et que vous qui êtes au bout de la laisse, il va y aller. Et il ne va pas prendre conscience qu'en tournant, qu'en traversant la route, il peut se faire écraser, qu'il faut qu'il accélère parce que dans 10 minutes, vous devez être rentré à la maison pour partir au travail, etc., etc. Tout ça est générateur de conflits. Et ce qu'il faut vraiment que vous preniez conscience, c'est que votre chien vit dans un monde et que vous vivez dans un autre monde. Et que dans cette activité commune de la marche en laisse, ce qui vous relie, c'est la laisse. Mais chacun, l'humain et le chien, vit dans un monde différent. Et ce qu'explique Catherine Collignon, c'est donc comment est-ce que votre chien, qu'est-ce qui fait que votre chien va tirer en laisse? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant qu'humain, vous allez renforcer en l'accompagnant lorsqu'il va tirer en laisse? Et au final, quel juste milieu on va pouvoir trouver pour que vous ayez un chien qui ne tire pas en laisse et que vous puissiez, vous, ne plus avoir mal au bras ou ne plus tomber, etc., etc. Donc s'ensuit une 4e prise de conscience. Je vais m'arrêter sur la prise de conscience numéro 5 qui est pour moi la plus pertinente justement dans l'application de cette méthode de travail. Le quotidien reste le quotidien, il est changeant. En revanche, l'apprentissage est immuable, il comporte toujours les mêmes règles qui ne peuvent pas être remises en question. Tout comportement récompensé augmente en intensité et en fréquence. Donc logiquement, si vous punissez un comportement et qu'il augmente, c'est que vous êtes en train de le récompenser. Les récompenses distribuées de façon aléatoire fixent le comportement dans le temps. Elles apprennent aux chiens à être têtus dans la mémorisation et la production des bons et des mauvais comportements. Soyez réguliers dans vos apprentissages. Tout comportement récompensé qui ne l'est plus augmente dans un premier temps pour ensuite diminuer en intensité et en fréquence et pour finalement disparaître. Je reviens sur les récompenses distribuées de façon aléatoire fixent le comportement dans le temps. Il en est de même pour les punitions. Si, en prenant la méthode du coup de sonnette, vous n'allez pas mettre des coups de sonnette de façon systématique, vous allez avoir un chien qui va tirer en laisse pendant 2 minutes, après ça va vous gonfler, vous allez lui mettre un gros coup de sonnette et décharger la frustration que vous avez accumulée pendant 2 minutes. Comme l'a expliqué Catherine Collignon précédemment, vous n'avez pas appris à votre chien à ne pas tirer en laisse, vous lui avez simplement appris qu'à un moment, pour une raison X ou Y, parce que le chien ne fait pas la corrélation entre l'action et la réaction, dans ce cadre-là j'entends, c'est-à-dire que le chien va se prendre un coup de sonnette et il va pas trop savoir pourquoi. Si vous avez un chien qui ne va pas tirer en laisse, pendant un moment vous allez lui donner une friandise, et qu'après il va tirer en laisse, et qu'après au bout d'un moment il va s'arrêter, vous allez lui redonner une récompense, mais que c'est aléatoire et que c'est pas régulier, qu'il n'y a aucune régularité dans l'apprentissage, le comportement va se fixer dans le temps de façon beaucoup plus longue et vous allez amener un chien à devoir proposer énormément de fois les comportements, différents comportements pour avoir cette récompense. Voilà pourquoi un peu plus tard dans l'ouvrage elle va parler du
clicker training, mais je ne vais pas y venir tout de suite, on va y venir. Donc, lecture. Retrouvons votre chien à nouveau désireux de flairer une odeur attractive. Il a appris quelques jours plus tôt qu'en se dirigeant simplement vers l'odeur, vous l'accompagnez. Ce qui a changé cependant, c'est votre quotidien. Cette fois-ci, vous discutez avec une connaissance. Votre chien, voulant naturellement atteindre son objectif, tente d'avancer vers l'odeur, mais cette fois-ci, vous ne le suivez pas, trop occupé à discuter. Votre chien ne comprend pas pourquoi ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Selon son caractère et son niveau de motivation, il adoptera différents comportements pour atteindre son objectif. Il se couche, regarde dans la direction où il peut humer à distance cette odeur irrésistible et il attend. Vous ne faites pas attention à lui, toujours occupé à discuter, pourtant il a un bon comportement, il vous le demande poliment. Couché et humant depuis un moment, mais n'en pouvant plus car envahi par une trop grande frustration, il s'assoit puis tire pour aller capter l'odeur de plus près. En tirant, comme vous êtes très relâché, il vous déstabilise, vous perdez l'équilibre et cela vous entraîne 2 pas en avant vers l'odeur. Une lumière vient de s'allumer dans la tête de votre chien. Le seul comportement qui a été productif jusqu'à maintenant, c'est le fait d'avoir tiré plus fort. Certes, il n'a pas atteint complètement son objectif, mais il s'en est rapproché. Chaque pas en avant a la même valeur qu'une friandise que vous pourriez lui offrir pour lui confirmer qu'il a le bon comportement. Tirer pour se rapprocher de son objectif. Il y a une technique très connue au clicker training qui s'appelle le shaping ou le façonnage. Cette technique d'apprentissage extrêmement efficace consiste à récompenser tout petit comportement qui va vers un objectif. Du point de vue de votre chien, tout comportement récompensé qui l'amène vers son objectif est un comportement à mémoriser et à reproduire. C'est un comportement qui fait partie des moyens pour y parvenir. Vos 2 pas ont eu cette valeur de récompense. L'idée ici n'est pas de vous démoraliser, cependant, outre le fait que votre chien a appris qu'en vous déstabilisant il se rapproche de son objectif, il a aussi appris ce dont vous n'êtes pas encore conscient, que lorsque vous êtes relâché, c'est le moment pour lui de tirer, afin cette fois-ci d'atteindre son objectif. En n'étant pas stable sur vos jambes, vous n'émettez aucune résistance, il est alors très facile de vous déséquilibrer. Un rappel des faits. J'ai appris à mon chien qu'il m'arrivait de le suivre pour l'accompagner vers son objectif. J'ai appris à mon chien qu'en tirant quand la laisse était détendue, il me déstabilisait et que c'était par conséquent l'un des moyens les plus sûrs pour se rapprocher de son objectif. Les lois de l'apprentissage. Tout comportement récompensé, qui ne l'est plus, augmente dans un premier temps pour ensuite diminuer en intensité et en fréquence et pour finalement disparaître. C'est ce qu'on appelle l'explosion de comportement qui précède l'extinction de comportement. Lorsque vous avez un chien qui a appris qu'en tirant, en vous tractant, ça vous déstabilisait, et que vous allez commencer à amorcer la méthode de Catherine Collignon, et que vous allez prendre conscience de cela, et que par rapport à un autre exercice expliqué plus loin, vous allez faire en sorte de ne plus amener votre chien à vous déstabiliser. Pour lui, étant donné que c'est un comportement qui a fonctionné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être même pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, il va retester ce comportement. Il va le proposer, jusqu'à ce qu'il ne comprenne que ça ne fonctionne plus. Si à ce moment-là, vous vous dites, bon bah la méthode ne fonctionne pas parce que mon chien se met à tirer beaucoup plus en laisse, c'est à ce moment-là que vous allez vous tromper. Parce que comme je le disais, si le chien, pour lui, ça fonctionnait en tirant 1 fois ou 2, et que vous allez changer de méthode, il va peut-être se mettre à tirer 5, 6 ou 7 fois, avant d'essayer de proposer autre chose. Et c'est sur cette fourchette de temps, ce processus d'apprentissage, que l'humain généralement va se dire, bon c'est une méthode qui ne fonctionne pas parce que c'est encore pire. Mais si c'est encore pire, c'est parce que justement ça travaille. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, que vous voulez fermer une fenêtre, c'est un exemple que j'utilise souvent, que j'ai d'ailleurs peut-être même déjà utilisé dans une précédente note de lecture, je me souviens que j'avais parlé des lois de l'apprentissage, donc ça va être un rappel. Vous êtes sur votre ordinateur, vous voulez fermer une fenêtre, vous allez cliquer en haut à droite sur la petite croix rouge. Vous savez généralement que vous cliquez une seule fois, la fenêtre s'éteint. Si vous avez un ordinateur qui va figer, qui va bugger à ce moment-là, vous allez cliquer 2, 3, 4, 5 ou 6 fois, avant de vous dire, bon bah ça sert à rien, parce que justement, il y a eu un bug, machin. Vous n'allez pas rester à cliquer ad vitam aeternam, peut-être pendant une demi-heure, jusqu'à ce que votre ordinateur arrête de bugger. Donc, jusqu'à ce que vous ayez compris que il faut faire autre chose, à savoir rebooter votre ordinateur, ouvrir le gestionnaire de tâches, etc. Vous n'allez plus cliquer. Donc il y a eu une extinction de comportement. Mais avant cette extinction, vous avez cliqué 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 fois. Ça, c'était l'explosion de comportement. Donc lorsque vous allez apprendre à modifier votre gestuelle et que votre chien savait qu'avant en tirant 1 fois ou 2 ça fonctionnait,
il va justement faire cette explosion de comportement. Vous tirez peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 fois avant de changer de comportement. Donc prenez conscience que l'explosion de comportement précède l'extinction. C'est généralement la clé pour vraiment ancrer un apprentissage dans la durée et ne pas rentrer dans une situation conflictuelle. Parce que vous avez conscience que votre chien ne fait que proposer un comportement qui fonctionnait auparavant. Il n'est pas là en train de vous tester pour vous dire non, bah tu vas voir, c'est moi qui va gagner. Non, c'est un processus psychologique qui est tout à fait commun. Et les lois de l'apprentissage, comme j'en avais déjà parlé, je me répète dans une précédente note de lecture, sont les mêmes pour le chien et pour l'humain. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque j'avais présenté, je crois, il y a 3 ans pour la première fois les lois de l'apprentissage, moi je les avais appris lors de mon BP d'éducateur canin. Et en les recherchant sur Google, j'étais tombé assez rapidement en fait sur un séminaire d'une entreprise quelconque où étaient exposées les lois de l'apprentissage pour que les cadres puissent comprendre comment mieux modeler ou mieux comprendre en tout cas les ouvriers. Et en fin de compte, c'était exactement les mêmes choses. Habituation, immersion, extinction, comportement, etc., etc. Il faut comprendre que physiologiquement, le chien et l'humain ont des capacités cognitives similaires. Et justement, si l'exemple de l'ordinateur, l'exemple de la lumière qu'on allume dans une pièce fermée, que je ne vais pas expliquer là, mais c'est un exemple bateau que je sors à pas mal de mes clients, justement explique ces principes des extinctions de comportement et sont une fois de plus exactement les mêmes chez le chien et chez l'humain. Donc chez les enfants aussi. C'est pour ça que comme on dit éduquer un chien c'est comme éduquer un enfant, on sait maintenant, éthologiquement parlant, avec les avancées justement de l'éthologie, de la science et de la biologie du chien, que les processus sont les mêmes. Toute proportion gardée évidemment entre les capacités cognitives de l'humain et de l'enfant et de celles d'un chien. Je referme la parenthèse. Donc après ce constat effectué sur qu'est-ce qui a fait que inconsciemment vous avez appris à votre chien à tirer en laisse pour obtenir ce qu'il voulait, donc Catherine Collignon va vraiment rentrer cette fois dans la partie principale de l'ouvrage, à savoir apprendre au chien à marcher en laisse sans tirer. J'ai même du mal à me relire. Donc l'exercice numéro 1 sera de changer notre posture. Comme vous savez que si vous n'êtes pas stable sur vos jambes, votre chien en tractant va vous prendre 1, 2 ou 3 pas et, comme l'explique Catherine Collignon, se rapprocher de son objectif. Votre tout premier exercice, et ça ce n'est pas expliqué dans toutes les vidéos que vous pouvez voir sur internet où on vous apprend à faire des demi-tours, etc., etc., c'est prendre conscience que votre posture est fondamentale. Fondamentale. Si vous êtes suffisamment ancré dans le sol, que vous modifiez votre centre de gravité, je vais y revenir, vous allez ne plus vous laisser tirer par votre chien. Je m'explique. Lorsque l'on marche avec un chien en laisse, on a tendance instinctivement à vouloir contrôler le chien avec les épaules. Or, si on apprend à contrôler le chien avec nos jambes, ça va être beaucoup plus facile. Lorsque j'ai passé mon permis moto il y a 10 ans maintenant, j'avais appris cela. Que les hommes, notamment, ont beaucoup plus ce réflexe de vouloir contrôler la moto avec les épaules et le haut du corps, tandis que les femmes ont beaucoup plus cette facilité d'utiliser leurs bassins et leurs jambes. Je ne vais pas rentrer dans les comparaisons de pourquoi est-ce que l'homme va utiliser plus le haut du corps ou le bas du corps, parce qu'avec toutes ces conneries de féminisme et de wokisme, là j'ai peur que la vidéo soit censurée. Donc il y a des différences biologiques entre l'homme et la femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous allons avoir à contrôler une traction, nous allons pour le coup beaucoup plus utiliser le haut de notre corps, parce que justement on va vouloir être dans le contrôle du chien, on va se tétaniser au niveau des bras, au niveau des épaules, et on va avoir les jambes super molles. Catherine Collignon, elle, va expliquer que déjà la première chose à prendre en compte, c'est justement le fait que vous devez être très fort des jambes. C'est-à-dire vraiment concentrez-vous et dites-vous que votre équilibre, votre poids doit être maintenu au niveau des jambes. Et plus vous allez avoir des épaules et des bras souples, plus ils vont servir de ressort ou d'amortisseur, entre d'amorti, mais que ce qui va permettre à votre chien de ne pas vous déstabiliser, ça va être vos jambes.
Ça me fait penser à... Là, je viens d'y penser à l'instant. Je suis pas du tout branché sport, mais de mémoire, lorsqu'on apprend aux rugbyman de faire des mêlées, on va leur apprendre donc à gainer le haut du corps, mais à pousser avec les jambes. Parce que pour le coup, les jambes vont être beaucoup plus importantes. Mais comme par exemple des footballeurs, les footballeurs, on va leur apprendre à ne pas se servir de leurs mains. Donc ils vont apprendre à régler toute leur gestuelle, tout leur centre de gravité avec les jambes. Vous n'avez qu'à vous dire, si ça peut vous aider, que c'est comme si vous appreniez le football. Vous voyez ce que je veux dire? Vos bras et vos épaules ne vont servir à rien dans un processus d'éducation à la marche en laisse. À rien. Ils sont secondaires, je m'entends. Ce qui va être vraiment primordial à comprendre, ça va être que votre poids, votre équilibre doit se faire au niveau des jambes. Si vous êtes suffisamment ancré dans le sol, les muscles les plus importants de notre corps sont les muscles de nos jambes. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, que la cuisse, je crois, fait partie du groupe musculaire qui est le plus important pour le corps. Dans tous les cas, on est souvent beaucoup plus musclé des jambes que des bras. Parce que c'est les jambes qui vont nous faire marcher, qui vont porter notre corps. Donc naturellement, on va pouvoir beaucoup plus facilement utiliser la masse musculaire de nos jambes et les groupes musculaires de nos jambes, de nos inférieurs, que de nos membres supérieurs. Et dans un processus d'éducation de la marche en laisse, ça va être beaucoup plus pertinent. Donc, comprenez que votre premier exercice, ça va être déjà de prendre conscience de ça. Soyez souple et mou au niveau des bras et des épaules, et ancré et solide au niveau des jambes. Déjà, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une différence, parce que votre chien ne va plus sentir la même traction, la même tension dans votre bras, dans vos épaules. Et le chien qui a l'habitude de tirer en laisse va conserver ce lien de la marche en laisse à partir du moment où il va justement sentir cette traction. À partir du moment où déjà vous allez être mou au niveau des bras et des épaules, vous allez avoir un chien qui va instinctivement beaucoup plus facilement vous regarder pour capter votre regard parce qu'il n'a plus cette tension, ce lien qu'il a justement à travers la traction. Donc le premier exercice va être celui-ci. Après, une fois de plus, je ne vais pas tout expliquer dans le détail, le but est que vous puissiez acheter cet ouvrage et conscientiser la méthodologie en lisant. Vous savez très bien que, enfin, moi je pense que vous savez, en tout cas c'est pour ça que moi je lis beaucoup, la mémorisation au niveau du cerveau, ça s'ancre beaucoup plus facilement à travers la lecture. Alors certes, il va y avoir des personnes qui vont être visuelles, d'autres auditives, etc., etc. Mais lorsqu'on va lire une méthodologie, on va l'apprendre beaucoup plus facilement qu'en simplement regardant une vidéo. Bref, je referme cette énième parenthèse. Donc le second exercice après conscientisation des renforcements inconscients, tout ce que je viens de dire précédemment, consiste à travailler sur la gestion du calme en statique, puis sur la gestion de la laisse et d'équilibre en ligne droite. Catherine Collignon va expliquer qu'un chien qui a l'habitude de tirer en laisse, à partir du moment où déjà vous allez changer votre gestuelle, votre attitude corporelle, vous allez déjà modifier cela. Ensuite, ce qui va être intéressant, justement, ça va être de travailler sur du statique, de vous poser, enfin, de rester debout, et de renforcer, de capturer tous les comportements qui vont amener votre chien à se poser, à ne plus marquer de tension sur la laisse. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler en ligne droite. Donc ça, c'est très bien quand vous allez vous promener au quotidien. Vous allez imaginer une ligne droite et vous allez ne jamais dévier de cette ligne droite. Donc vous êtes sur votre trottoir. Vous pouvez laisser aller votre chien à gauche, à droite, changer la laisse de main. Dans un premier temps, on s'en contrefou de ça. Ce qu'il faut, c'est que votre chien ne vous tire plus vers une odeur en tractant. Si déjà vous prenez conscience, vous faites prendre conscience à votre chien qu'il peut aller à gauche, à droite, renifler des odeurs, c'est pas un problème, et qu'il ne va plus obtenir quoi que ce soit en vous tractant, et qu'au préalable vous lui avez appris qu'en étant immobile, ça servait plus à rien de tirer, de vous renforcer tous les comportements qui vont l'amener à être calme, et que en amont encore vous avez pris conscience de votre modification corporelle, vous allez pouvoir, en vous promenant quotidiennement, pouvoir mettre en place cette méthodologie. Pour le moment, on n'utilise aucune récompense alimentaire. On est juste sur la gestuelle et le fait de renforcer le chien à travers les bons comportements.
Ça, c'est une première étape. Lorsque vous avez effectué ce premier exercice, ce deuxième exercice, ce troisième exercice, vous avez déjà commencé à conscientiser chez le chien une modification profonde du fait qu'il tirait en laisse. Et chez vous-même déjà, sur la modification notamment de la posture, vous avez pris conscience déjà de tout ce qui avait amené votre chien inconsciemment à tirer en laisse. Ceci étant dit, sur le chapitre suivant, Catherine Collignon va aborder les fondamentaux du clicker training. J'en ai déjà parlé dans la note de lecture de l'ouvrage d'Emma Parsons, dont je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à regarder cette note de lecture, comme ça vous permet d'aller d'une vidéo à l'autre. Moi, ça me fait plus de vues, c'est mieux pour les référencements YouTube, tout ça. Donc, Catherine Collignon, qui, elle, comme je l'avais dit en introduction, elle est spécialisée dans la rééducation et l'éducation du chien au clicker training. Elle a notamment écrit un livre et réalisé un DVD sur ça. Donc, l'usage du clicker, l'usage de la récompense alimentaire va venir en deuxième position, voire même en troisième position. Nous résumons. Modification de votre posture, modification de votre façon de vous déplacer qui amène votre chien à ne plus tirer en laisse, à ne plus renforcer par votre gestuelle ces comportements-là. Et en troisième étape, vous allez pouvoir récompenser votre chien lorsqu'il va ne plus tirer en laisse, lorsqu'il va capter votre regard, lorsqu'il va adopter des changements. Alors si vous allez tourner à droite ou à gauche par exemple et que vous n'allez plus avoir un chien qui va tirer en laisse pour vous suivre, tout ça va être pouvoir modeler, va être pouvoir renforcer au clicker et à la récompense. Mais ça ne va venir qu'en troisième étape. Et sachant qu'au préalable, comme je l'avais dit aussi, il est très important de pouvoir sortir votre chien minimum 1 heure par jour et au maximum en liberté. En campagne, si vous pouvez, faites-le tous les jours, moi c'est ce que je fais. Et si vous habitez en ville, comprenez vraiment qu'il faut proposer au moins 2 ou 3 fois par semaine des promenades avec votre chien en liberté, en environnement périurbain. Joël Dehaas en parlait, lui qui est vétérinaire comportementaliste à Liège, en Belgique, à Bruxelles, pardon. Et Thierry Bedossa en parlait, lui, dans son ouvrage que j'avais présenté aussi il y a 3 ans maintenant, qui est, comme je le disais, vétérinaire comportementaliste dans le 16e arrondissement de Paris. Beaucoup d'éducateurs canins qui travaillent en ville vont évidemment promouvoir cela. Je pense notamment à la note de lecture de l'ouvrage de Dre Ventura, Mon chien, cet animal qui nous échappe, qui est le best-seller de ces dernières années, là, et qui est vraiment un ouvrage pertinent. Et elle-même revient sur ces fondamentaux-là. Promenez votre chien au maximum, comblez le besoin d'activité locomotrice, modifiez votre façon de marcher avec votre chien en laisse. Ce faisant, vous allez modifier la façon dont votre chien va se déplacer en laisse et ne plus le récompenser quand il va tirer. Et enfin, vous allez pouvoir modeler avec des récompenses alimentaires et capturer les bons comportements, une fois que ces 3 étapes-là sont passées. Donc vous comprenez à ce moment-là pleinement que toutes les vidéos que vous pouviez voir sur YouTube où il suffit de faire des demi-tours ou de mettre des coups de sonnette pour que votre chien marche en laisse, si vous n'avez pas déjà en amont modifié tout cela, vous faites que mettre un pansement sur une plaie ouverte, c'est pas ça qui va arrêter l'hémorragie, vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout un processus à prendre en compte auparavant. Donc le clicker training, une fois de plus, je ne vais pas y revenir. Catherine Collignon l'explique déjà suffisamment. Tiens, dans l'ouvrage d'ailleurs, vous avez pas mal de petites photos comme ça. C'est vraiment un ouvrage, une fois de plus, qui va être facilement... voilà, c'est visuel, il y a plein de choses. Donc sur le clicker training, voilà, elle va revenir sur les étapes fondamentales, à savoir charger le chien au clicker, capturer tous les petits comportements, les changements de direction. Elle va vous parler évidemment du processus, des accessoires, des consignes, des exemples pertinents, des exercices. Voilà, c'est vraiment une fois de plus une méthodologie pratique. Ensuite, vous allez avoir les deux derniers chapitres, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous avez sur l'éducation de la marche en laisse dès que vous avez un jeune chiot, dès qu'il est tout bébé. Donc comment désensibiliser un chien au harnais, au collier, comment l'habituer à la laisse, comment travailler très tôt sur le fait de renforcer les bons comportements. Et le dernier chapitre, évidemment, qui va très certainement être utile pour une grosse majorité d'entre vous, si vous êtes intéressé par cette méthode, c'est comment apprendre à un chien adulte de 2, 3, 4 ou 5 ans qui tire en laisse comme un abruti à le rééduquer. Et donc là, pour le coup, on va venir sur donc,
comment adapter sur un chien âgé toute cette méthodologie-là. Le support DVD, pardon, va contenir des exemples visuels sur certains exemples qui sont eux-mêmes tirés du livre. Catherine Collignon va revenir vraiment sur voilà, tous les procédés, tout ce que je viens de vous dire là, en support visuel, avec des exemples concrets à l'appui. Je ne sais même plus combien de temps elle dure, je crois qu'il dure une quarantaine de minutes, c'est même pas expliqué, je m'en souviens plus. Et j'avoue que maintenant j'ai plus d'ordinateur qui peuvent lire des DVD, donc malheureusement je ne peux plus m'en servir. Mais de mémoire, moi j'avais regardé le DVD lorsque j'avais acheté l'ouvrage il y a 2 ou 3 ans, il est aussi assez pertinent. Comme je le disais, voilà, vous avez des personnes qui vont être beaucoup plus visuelles dans les apprentissages, donc pour le coup vous avez et le support écrit et le support visuel. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on va voir, donc visuellement le chien qui va tirer en laisse et comment la modification corporelle peut s'effectuer dans la durée, dans l'instantanéité, pardon, va amener le chien à modifier son comportement. Voilà. J'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens, que je me suis pas trop répété. Après, je suis un petit peu comme Rudolf Steiner qui faisait des conférences où il répétait beaucoup. En répétant les mêmes choses, ça s'ancre beaucoup plus facilement aussi, mais bon, ça rend les vidéos un peu plus longuettes. Apprendre mon chien à marcher en laisse sans tirer est, je le répète, pour moi, vraiment l'une des méthodes, sinon la méthode, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'est la seule méthode que je connais qui est vraiment pratique à mettre en application dans votre quotidien et qui ne va pas vous demander de contraintes, justement, comme on disait, le fait de faire des demi-tours, tout ça. Ça va vous permettre de prendre en compte que votre gestuelle change profondément la façon dont le chien va tirer en laisse. Vous allez prendre conscience donc, de tout ce qui inconsciemment va amener votre chien à tirer en laisse et vous allez pouvoir modifier avec certains exercices type. Une fois de plus, je ne les ai clairement pas tous expliqués parce que l'intérêt n'est pas de vous spoiler le livre, parce qu'une fois de plus, le lire intégralement va permettre de pouvoir beaucoup plus ancrer dans la durée cela. C'est une méthode pratique, accessible par tous. Moi, je sais qu'en clientèle, c'est vraiment la méthode que j'utilise. J'avais commencé à proposer la méthode coopérative de marche en laisse avec les gestions de longe et tout, mais il est vrai que lorsqu'on est face à des humains familiers assez jeunes, assez dynamiques, qui sont prêts à apprendre la marche en laisse, tout ça, c'est quelque chose qui est très pertinent. Face aux propriétaires de chiens lambda de 40, 50, 60 ans, qui va promener son chien le soir vite fait après s'être occupé des gosses et être rentré du boulot, il va pas s'embêter à faire de la marche en longe avec une gestion, avec un petit morceau de chambre à air, etc., etc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup plus d'échecs et de non-réceptivité de cette méthode-là. Cette méthode de Catherine Collignon, une fois de plus, est vraiment simple, ludique, facilement applicable. Et moi, à titre personnel, en tant qu'éducateur canin, c'est cette méthode que je vais enseigner à mes clients. Vous pouvez déjà prendre conscience de ces bases-là. Vous pouvez les mettre en application. Après, il est vrai que tout ce qui va être capturer les bons comportements, travailler de façon vraiment pertinente et efficace, se faire suivre et accompagner par un éducateur canin, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tout ce qui est notamment la partie de travail au clicker training, on est vraiment sur un travail de pointe. Je veux dire, capturer un bon comportement, faire du shaping au clicker, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, comprenez, à travers cet ouvrage, pourquoi est-ce que votre chien tire en laisse. Comprenez que tout ce qui va être méthode d'éducation, de rééducation, à base de coercition, les coups de sonnette, les colliers étrangleurs, les colliers électriques et tout ça, toutes ces méthodes-là sont vraiment dépassées et obsolètes. Mais vraiment, comprenez que... je le dis et redis depuis presque 3 ans, ce sont des méthodes qui sont basées sur des concepts éthologiques dépassés. Il n'y a vraiment plus aucun intérêt d'utiliser ça maintenant. Et comprenez aussi que toutes les petites méthodologies que vous pouvez trouver sur YouTube à travers des éducateurs ou des pseudo-éducateurs, à savoir je m'arrête, je fais des demi-tours, je fais ci et ça, j'utilise les licoles et toutes ces conneries-là aussi, c'est des méthodes qui ne sont pas applicables. Là, vous avez une méthode efficace, complète, qui s'appuie sur l'éthologie,
Et une fois de plus, j'en ai pas parlé du harnais animalin. Je vous laisserai le découvrir. Voilà, qui s'appuie aussi sur du matériel vraiment complet, vraiment ludique. Je vais vous mettre la petite vidéo explicative du harnais animalin là, ça va vous aider. Voilà. En tout cas, donc prochaine note de lecture va être celle de France Deval. Donc, sommes-nous trop bêtes pour comprendre, les animaux. J'avais un entretien qui était prévu avec une acupunctrice qui habite à Plumelec, mais ça va se faire un peu plus tard, je pense. Je vais en proposer une assez intéressante avec une kinésiologue et qui est notamment spécialisée dans la kinésiologie animale, en périphérie de Vannes pour les personnes qui habitent dans le département du Morbihan. Et ça va être vraiment très pertinent de comprendre comment est-ce que, déjà les principes de la kinésiologie sur l'humain, et l'utilisation et la mise en application sur votre chien de compagnie pour comprendre et notamment pouvoir travailler sur certains troubles du comportement. Voilà, bonne année 2022, tous mes voeux de bonheur, que cette pandémie s'arrête, qu'on ne rende pas la vaccination obligatoire, soyez courageux, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.